Le premier tour a eu lieu dans les conditions que vous connaissez, difficiles. Ça a généré une forte abstention. Depuis, eh bien, on a connu la période de confinement, de déconfinement, et nous voilà à la veille du second tour. Je pense qu'il faut dire un mot sur le premier tour, sur les résultats du premier tour, au-delà de cette très forte abstention, 52%, alors que Couleuvy a plutôt l'habitude de s'exprimer massivement lors des élections. On constate quoi? On constate, et c'est le premier et important constat, c'est-à-dire que la population a rejeté massivement, à près de 85%, la politique qui a été menée. C'est important. C'est important parce que ça traduit effectivement la nécessité d'un changement profond à Couleuvy sur le fond des politiques à conduire et sur la façon de les conduire. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, et je voudrais poursuivre en vous présentant très rapidement les thèmes que nous allons aborder lors de notre présentation. Et si ça peut apparaître à l'écran, voilà. Voilà. Donc, je vais évoquer très rapidement la question de l'urbanisation. Après, nous aborderons, et ça sera Claudine qui abordera la question de la vie de village à Couleuvy, retrouver une vie de village. Pareil pour vivre ensemble et décider autrement. Audrey abordera la question de l'école et des actions pour la jeunesse. Sébastien évoquera donc notre cadre de vie. Puis Benoît évoquera la question des mobilités, se déplacer en toute sécurité. Et enfin, je conclurai par la maîtrise du budget et de la fiscalité. Voilà pour ce qui est de notre présentation. Nous avons la volonté de faire cette présentation la plus courte possible pour vous permettre, à la suite de cette présentation, de poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. En ce qui concerne l'urbanisme, je ne reviens pas sur le constat que j'ai fait en introduction, mais il faut quand même avouer les choses. On se retrouve dans une logique absurde qui conduit à poursuivre un objectif de 25% de logements sociaux, de conduire des opérations où il n'y ait pas plus de 30% de logements sociaux. Vous combinez ça avec les effets non maîtrisés de la loi ALUR et vous vous retrouvez à terme avec 10 000 habitants. Je sais que c'est contesté, mais il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour faire ce calcul. Il est très simple. Ça fait doubler la quantité de logements. Sachez qu'en 2019, le taux des logements sociaux à Couleuvy a baissé du fait de la multiplication des constructions. Donc, il faut rattraper ce taux, mais c'est sans fin. Et donc, il y a une vraie nécessité à remettre à plat tout ça. Ça passe clairement par la révision immédiate du PLU. Il faut revenir aux objectifs du SCOT, qui est de 27 logements par an, alors qu'actuellement, on est sur un rythme de 100 logements par an. Dans les 3 prochaines années, nous allons accueillir 1 millier de population, 1 millier de personnes en plus, 20% d'accroissement de la population. Dans l'histoire, aucune commune du pays voironnais n'a connu une telle évolution. On parviendra aux objectifs du PLH, du plan local de l'habitat. C'est un engagement de l'équipe précédente. On le tiendra. Nous arriverons aux chiffres en 2024 de 300 logements sociaux à Couleuvy, c'est-à-dire 135 de plus qu'actuellement. Et on pourra y revenir, je vous expliquerai comment nous comptons y parvenir. Et surtout, ce que nous souhaitons, au-delà d'une série d'opérations spécifiques en matière d'urbanisme pour favoriser le logement intergénérationnel, pour favoriser l'accession à la propriété, pour favoriser les personnes qui
arrivant à un certain âge, ne souhaitent pas rester dans leur maison et souhaitent un logement adapté. Au-delà de ces éléments-là, nous souhaitons avant tout une transparence absolue en matière d'urbanisme pour éviter de quelconque suspicion par rapport à ce qui se passe en matière de construction de logements. Voilà ce que je voulais dire au niveau de l'urbanisme. Et je vais laisser Claudine aborder la suite sur la question du centre-bourg. Claudine. Merci. Oui, donc le centre-bourg est un enjeu important dans notre programme, et cela pour deux raisons majeures. La première, c'est déjà retrouver notre âme de village. Nous avons perdu cette centralité il y a maintenant plusieurs années, et il est important, nous pensons, que pour une commune de la taille de Coublevis, il est important de recréer cette centralité, de redonner une âme de village à notre commune. Le deuxième point important est un petit peu plus administratif, puisque si Coublevis n'a pas de centralité, n'a pas de centre-bourg, ça risque d'être un argument supplémentaire pour les autorités administratives de vouloir fusionner notre commune avec la commune limitrophe, centrale pour le coup, qui est celle de Voiron. Et c'est un projet sur lequel nous ne nous inscrivons pas. Nous pensons que Coublevis doit rester autonome, ne doit pas fusionner. Donc, créer le centre-bourg, il ne s'agit pas de créer un très gros centre-bourg ou une zone d'activité commerciale, on ne parle pas du tout de ça. Nous avons le projet de créer donc en face de la mairie, je vous montrerai le projet tout de suite après, de créer des commerces de qualité. On va privilégier la qualité à la quantité, donc commerce du type café, épicerie, multiservice, espace multiservice, qui soit ouvert tout au long de la semaine au Coublevitain. Il s'agit également de prévoir un espace, une halle qui pourrait être utilisée à côté de ces commerces pour accueillir des manifestations, le marché, les écoles sur des activités en cas de besoin. On souhaite également ouvrir le parc de la mairie, ouvrir le terrain en face de l'école d'Orgeoise, de manière à pouvoir organiser des lieux de rassemblement et d'activité pour créer une animation et vraiment que ce soit le centre, le cœur de la commune, à côté de la mairie. Voilà un petit peu pour tout ce qui est commerce et halles. On ouvrira également un espace de coworking. On a pu voir pendant la crise sanitaire que le télétravail était déjà dans les mentalités, ça évolue beaucoup, mais qu'en cas de crise sanitaire, et puis pour notre planète également, on considère que c'est un investissement important pour permettre aux gens de pouvoir travailler régulièrement, ponctuellement, en fonction des besoins sur la commune. En plus, cette salle de coworking pourra, le cas échéant, être louée à des entreprises qui souhaitent tenir des séminaires, des réunions régulièrement. On souhaite également, sur cet espace, pouvoir agrandir les parkings, puisqu'on sait sur Coublevis que la notion de parking commence à devenir un petit peu critique, mais des parkings plutôt respectueux de l'environnement, qui seraient végétalisés de manière à pouvoir garder une harmonie et préserver la qualité de nos sols. La perméabilisation n'est pas forcément très bonne pour l'environnement, j'ai envie de dire. Donc, je vous propose de vous montrer globalement quelques vues qui ont été faites dans le cadre de ces aménagements. Donc, ce sont des projets pour l'instant, des esquisses. Bien évidemment, c'est un projet qu'on soumettra à la population, qui fera l'objet peut-être de plusieurs versions, de manière à être dans la concertation et l'échange avec les Coublevitain pour pouvoir peut-être orienter ces projets et les adapter au mieux. Donc, vous reconnaissez plutôt en haut à droite la mairie, avec son parc devant. Donc, toute la zone de commerce se situerait en face de la mairie, avec une zone de commerce et de coworking. Une halle, globalement, serait également mise en place entre cet espace de commerce et l'école d'Orgeoise, que vous voyez plutôt sur la partie gauche. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de créer cette centralité à côté de la mairie. Pourquoi ce choix également? On peut peut-être passer sur la deuxième diapo à ce moment-là. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que qui dit commerce dit bien sûr lieu, implantation du lieu géographique pour que les commerces puissent fonctionner.
Il ne s'agit pas d'aller mettre des commerces au fond d'une rue où personne ne va savoir qu'il y a des commerces, où se garer va être compliqué, etc. Donc les commerces en face de la mairie, c'est vraiment sur l'axe très très passant de la commune, et ça permet vraiment de positionner ces commerces à un endroit qu'on considère comme stratégique pour leur implantation et pour qu'ils puissent bien fonctionner. Voilà concernant les commerces. Donc je vais passer maintenant la parole à Audrey sur l'aspect solidarité. Alors une commune, c'est un ensemble de personnes par définition, donc pour vivre ensemble, il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de choses et il y a des besoins qui peuvent se faire ressentir, et donc on propose de créer un accueil social mais communal, donc au niveau de la commune, pouvoir accueillir vraiment les gens et répondre à certaines demandes spécifiques sans les renvoyer systématiquement sur des points extérieurs. Et aussi favoriser l'implantation de réseaux bénévoles, parce que ces réseaux-là peuvent fonctionner, mais ont besoin vraiment d'avoir une visibilité et un soutien pour pouvoir être efficaces. Au-delà de ça, il faut organiser des actions d'information et de sensibilisation, de prévention santé envers les différentes tranches de la population, parce qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes besoins pour l'enfance que pour les personnes plus âgées, et là, il faut qu'on puisse s'adresser à tous. Au-delà de ça, il va aussi falloir soutenir la dynamique de nos associations et favoriser les initiatives citoyennes. On a un tissu associatif à Coublevis qui est assez riche et qui a besoin d'être toujours soutenu et favorisé. Et donc, on veut créer un conseil des associations pour pouvoir mieux organiser les échanges entre les différentes associations, la répartition des salles, des demandes et les besoins de chacun pour que tous puissent cohabiter correctement. Et mettre aussi en place une charte d'engagement réciproque entre la mairie et les associations, parce qu'il faut qu'il y ait une équité entre les différentes associations, et puis que les associations qui ont besoin de la mairie a aussi besoin des habitants des associations, et cet équilibre doit exister pour que cela fonctionne. En dernier point, je dirais que faciliter les initiatives citoyennes qui ont un intérêt collectif, c'est agir pour tous, et la commune, elle a aussi son rôle à jouer dans ce point-là, c'est-à-dire être là, organiser les événements, proposer des rencontres et favoriser les échanges. Donc dans tout ça, la mairie veut prendre sa place et nous, c'est ce que nous proposons. Donc maintenant, on va passer au vivre ensemble, décider autrement. Alors c'est vrai que c'est un peu un sujet dans l'air du temps, parce que moi je suis personnellement convaincue que c'est un sujet d'actualité. Les gens ont envie qu'on fonctionne autrement dans nos sociétés, et surtout peut-être avec les instances qu'on qualifie de politiques. Et ce premier niveau, c'est celui de la commune, bien évidemment. Donc depuis le début, on a fait, Pascal l'a indiqué tout à l'heure, depuis le début, on est dans une démarche vraiment de participation, d'implication, de concertation avec les citoyens. On a animé des ateliers, on a fait beaucoup de réunions publiques, on a fait énormément de porte-à-porte. Et on s'est rendu compte que ces échanges étaient toujours très constructifs, très nourris, très étayés, et qu'on apprenait beaucoup de choses. Donc notre démarche, c'est celle-ci, c'est vraiment de pouvoir impliquer le citoyen dans la vie communale, en tout cas de lui proposer sa place, quel que soit le temps et la manière dont les citoyens ont envie de s'impliquer. Il faut qu'on offre cette place-là. Et puis, il faut aussi, bien sûr, rétablir le lien entre les citoyens et la mairie, ce lien qui, à mon sens, a peut-être été un peu perdu ces dernières années. Donc, comment impliquer les citoyens? Donc, il y a un petit schéma là, qui est partagé sur l'écran. Globalement, c'est trois gros axes. Le premier, c'est de consulter les citoyens. Donc, les citoyens, on va pouvoir les consulter lors des balades de quartier. C'est-à-dire, on va dans un quartier, on donne des rendez-vous régulièrement, on relève les dysfonctionnements urbains, on prend les idées, on voit ce qui est important à faire et à mener comme opération dans les quartiers. Souvent, ce n'est pas grand-chose à faire, mais ça peut vraiment agrémenter la vie des personnes de manière significative. C'est aussi, bien évidemment, accueillir au sein du conseil un conseil peut-être intergénérationnel, c'est-à-dire un senior tuteur, parraine, un junior. Et puis, c'est aussi impliquer dans les décisions, Audrey en a parlé, toutes les associations, puisqu'on a la chance d'avoir un tissu associatif plutôt riche à Coublevis. Donc, ces consultations, elles se feront tout au long de l'année à travers des rendez-vous réguliers pour prendre la température, pour échanger, pour rester au plus près du terrain.
Après, le deuxième temps, après la consultation, c'est celui du débat. Donc, on organisera au minimum une fois par an, ce qu'on a appelé les rendez-vous citoyens, de manière à pouvoir présenter les projets au couple Vitin et pouvoir orienter les grandes décisions qui seront majeures pour notre commune. Donc, il ne s'agit pas d'arriver un jour en disant « Ah, au fait, on va faire une école, tout est ficelé, on va la faire là, ça va se passer comme ça. » Non, on souhaite vraiment impliquer, montrer les projets au couple Vitin et pouvoir décider ensemble. Et le troisième temps, bien évidemment, c'est celui, j'ai envie de dire, de la réalisation. Donc, c'est impliquer les citoyens qui le souhaitent, qui seraient désireux, de pouvoir travailler avec nous. Donc, c'est la partie basse sur le slide, de pouvoir accueillir des citoyens parce qu'ils ont le temps, l'envie, l'expérience, impliquer les citoyens sur les projets majeurs de la commune, de manière à travailler de manière transversale, c'est-à-dire peut-être avoir 2 ou 3 élus de commissions différentes qui vont travailler sur le projet des écoles, accueillir 5 ou 6 ou 10 couples Vitins sur la base du volontariat, mais aussi peut-être sur tirage au sort, de manière à garder une espèce d'équité, de représentativité, et puis pouvoir échanger avec les experts, avec les services municipaux, et mener ce projet de réflexion ensemble avec les couples Vitins. Donc, bien évidemment, pour que ça marche, tout ça, il va falloir communiquer, et peut-être communiquer un peu différemment. Donc, ça veut dire informer les citoyens. Donc, pour ça, on veut développer peut-être un peu plus les outils de type e-administration, pour que l'information soit plus fluide et arrive plus naturellement. On a les outils pour le faire aujourd'hui, on l'a bien vu ces dernières semaines. Et puis surtout, sur la méthode, il faut qu'on est soucieux d'avoir une communication très claire et très transparente de tout ce qui se passera au sein de la commune. Encore une fois, on souhaite associer en amont, expliquer les choses, construire avec, de manière à pouvoir vraiment faire les projets qui correspondent à notre commune en concertation et en impliquant les citoyens au maximum. Donc cela nécessite également d'ouvrir la mairie. La mairie doit être un espace partagé qui accueille un maximum de couples Vitins, soit dans le cadre de projets, soit dans un espace qui sera dédié, qui s'appellera la Maison des habitants et de la nature, de manière à accueillir les habitants qui ont besoin de conseils, d'être orientés vers les services, que ce soit les services communaux, les services du Pays Voironnais, les services de la région, etc. Et puis, avoir aussi beaucoup d'informations et de conseils pour préserver notre environnement, parce que c'est vraiment nos 2 gros axes, ça, les habitants et la nature. Donc, pour garantir tout ça, il faut qu'également on ait un service public de qualité. Donc, on sera très, très attentif aussi aux services rendus par les services municipaux, et on souhaite mettre en place notamment un baromètre de satisfaction de manière à se mettre dans une démarche ouverte, accueillante et bienveillante pour tous. Voilà ce que je pouvais dire sur notre mode de gouvernance. La jeunesse ? Alors, oui, effectivement, il y a un point qui revient très régulièrement, c'est l'école. Effectivement, l'école est un point crucial à coups de vie, puisqu'on va accueillir plus d'une centaine d'enfants dans les 3 ans à venir du fait de l'arrivée massive de nouveaux habitants. Pour cela, il va bien falloir les mettre quelque part. Et puis, comme on a pu déjà dire, on ne peut pas empiler les enfants comme des Legos. Il va falloir leur donner des conditions favorables d'apprentissage. Et pour ça, il va falloir investir dans un nouveau site pour construire une école qui soit à la hauteur de nos ambitions et de notre volonté de bienveillance. Effectivement, nous pensons abandonner au niveau de l'école le site du Bérard. C'est d'ailleurs pour ça que plusieurs de nos colistiers avaient voté contre son extension, parce que c'est des frais qui finalement, ça coûtait très cher sans avoir une efficacité vraiment à long terme, donc ça ne nous paraît pas pérenne comme projet. Donc on souhaite un nouveau site pour une école qui soit pensée, mais pas que pour les 3 ans à venir, mais même au-delà, pour anticiper encore les évolutions à venir. Mais aussi, il va falloir structurer cette école, parce que l'école, c'est une chose, mais il y a aussi tous les périscolaires, le centre de loisirs qui constitue la vie d'un enfant. Les enfants, ce n'est pas juste le temps scolaire, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Et ils ont besoin d'une continuité pédagogique. Donc, pour cela, déjà, dans l'école, nous, on propose d'offrir une restauration scolaire qui tende vers un 100% de produits biologiques, pour maintenir aussi et préserver et favoriser leur santé, parce que c'est quand même une chose importante à tout âge et a priori pour les enfants plus que pour les autres.
transformer l'accueil périscolaire en accueil, donc ce qu'on appelle ACM. C'est-à-dire que c'est un accueil collectif, ça permet entre autres d'avoir plus de moyens et d'avoir des subventions supplémentaires pour avoir plus de personnel, un meilleur encadrement pour les enfants et pouvoir proposer plus de moyens de garde, c'est-à-dire du périscolaire classique avec de la garderie, de l'aide aux devoirs, mais aussi des activités, et voire même en lien avec nos associations dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'on peut les solliciter sur ces points-là pour travailler ensemble. Ensuite, il s'agit aussi d'inclure le centre de loisirs dans la dynamique du plan éducatif. L'accueil de loisirs, ce n'est pas quelque chose à part, c'est dans une continuité pédagogique. Les enfants, ils ont besoin de sens, ils ont besoin de lien. Et avoir cette continuité, c'est pour eux avoir des repères aussi. Ensuite, on veut renforcer les actions pour la jeunesse, parce que c'est pas parce qu'il y a un enfant à 11, 12, 13 ans qui n'a plus envie, c'est pas parce qu'ils ne vont pas venir demander d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas en attente et en besoin de choses qu'on pourrait proposer. Et oui, sur ces tranches d'âge, il y a énormément de choses qui peuvent être proposées et ça marche. J'ai pu le tester depuis des années et ça marche très très bien si on s'en donne les moyens et si on s'en donne la volonté. Et là, pour ça, on peut proposer des chantiers éducatifs qui permettent aux jeunes de financer leur permis, de financer leur scooter, de pouvoir démarrer dans une vie active. On peut aussi proposer du sport dans la cité pour pouvoir dynamiser tout ça et puis créer aussi une dynamique entre les jeunes qui pourront se rendre acteurs de leurs loisirs. C'est pas là juste pour consommer. Il faut arrêter de faire des petits consommateurs de nos enfants et de nos adolescents. Ce sont aussi des individus qui vont devenir des citoyens. Et enfin, on réfléchit à l'installation de différents modules de type CityStat, c'est des lieux de rencontre, d'échange autour du sport, mais aussi autour d'une collectivité. Et c'est ça que la mairie se doit de faire, c'est donner du sens à un collectif. Sébastien? Oui, donc au niveau de l'environnement, les enjeux, on les connaît aujourd'hui. On parle de dérèglement climatique, on a l'effondrement de la biodiversité, on a la raréfaction des ressources naturelles de qualité. L'échelle communale a tout son rôle à jouer. On ne peut pas se dire on va attendre de l'État, on va attendre de tel ou tel État pour pouvoir agir. Il faut vraiment mettre en place une véritable transition qui va nous permettre de rentrer dans une ère plus écologique. Cette transition, elle arrive aussi dans un moment d'un contexte plus restreint en termes de ressources financières, de ressources naturelles. On peut peut-être parler aussi, comme pourrait dire Pierre Rabhi, de sobriété heureuse. Au niveau des actions à mener sur la commune, c'est dans un premier temps mettre en place, par exemple, un plan de végétalisation sur la commune. Ce n'est pas simplement végétaliser les espaces publics, parce que l'espace public, finalement, correspond à 10-15% de la commune grand maximum, mais c'est aussi impulser cette végétalisation au sein des jardins privés, mettre en place des potagers, peut-être pour que des personnes se lancent dans un potager, c'est peut-être prêter quelques outils, tout simplement. C'est aussi préserver la biodiversité. Préserver la biodiversité, c'est déjà la connaître. On peut préserver, on peut sauvegarder la biodiversité que si on la connaît véritablement. C'est par exemple en mettant en place un sentier de la biodiversité, c'est en ayant une page dédiée dans le bulletin communal. Et puis au niveau de la biodiversité, sont préserver ces milieux, les liens qu'il peut y avoir entre les milieux. D'un côté, on peut avoir un espace boisé, de l'autre une mare, et puis entre les deux, on peut faire un lien avec une haie, par exemple. Point suivant, c'est préserver l'environnement, c'est aussi préserver les ressources que l'on a, c'est préserver nos sols, notamment par la révision du plan local d'urbanisme. C'est au niveau de nos aménagements communaux publics, c'est faire en sorte que sur les parkings, on ait des zones d'infiltration, on ait des parkings végétalisés, par exemple. C'est aussi accompagner l'économie de ressources en reliant tous les dispositifs qui existent au niveau du département, au niveau du pays voironnais. C'est mettre en place des ateliers de faire soi-même, du jardinage, du bricolage. C'est relocaliser peut-être notre consommation en favorisant la monnaie locale qui est le cairn. Et préserver nos ressources, c'est aussi être exemplaire au niveau de la commune. Avoir une commune qui tend vers zéro déchet. C'est en même temps que penser à l'investissement d'un nouvel équipement, c'est aussi penser à comment on va l'entretenir, le maintenir. Est-ce qu'on a les moyens de maintenir? Est-ce qu'on met véritablement tous ces moyens-là en place dès l'investissement? Et enfin, un troisième point, l'environnement, c'est aussi notre santé. Favoriser notre santé, c'est favoriser une alimentation de qualité, une alimentation d'origine d'agriculture biologique, moins carnée. Ça peut se faire aussi en favorisant l'installation d'un maraîcher
d'agriculture biologique sur la commune, par exemple. C'est aussi favoriser l'autoproduction par les habitants. S'adapter au dérèglement climatique, ça aussi, c'est un enjeu fort pour la santé. Donc, c'est relayer ce qui peut se faire au niveau du Pays Voironnais, au niveau du plan climat, énergie, territoire. Et enfin, la santé, c'est aussi faire en sorte de limiter les risques sanitaires, les risques dus aux pollutions. Par exemple, la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Au niveau de la qualité de l'air, ça pourrait être prêter du matériel pour mesurer la qualité de l'air de nos maisons, de nos appartements. Mais c'est aussi lutter contre les espèces invasives telles que l'ambroisie ou aussi le moustique tigre. L'environnement, c'est aussi la question des mobilités. Donc là, Benoît, je vais te laisser la parole au niveau des mobilités sur Comblouville. Bonsoir. Pascal évoquait tout à l'heure l'urbanisation de la commune. Donc on attend 300-400 logements dans les années à venir. Et qui l'augmentation de logements dit fatalement augmentation de personnes et donc aussi de voitures. À peu près une voiture par foyer, si ce n'est beaucoup plus, au minimum 2. Et donc on ne peut pas se déplacer tous avec notre véhicule, surtout pour aller chercher son pain à 100 mètres ou emmener ses enfants à 200 mètres. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un vrai problème à Comblouville de pouvoir se déplacer en toute sécurité, que ce soit à pied ou en vélo. Et beaucoup de nos concitoyens ont peur de se déplacer autrement qu'en véhicule. Donc, on veut sécuriser ces déplacements et favoriser les mobilités douces. Donc, par l'élaboration, on veut revoir le plan de circulation dans Comblouville. Ça ne sera pas sans difficulté, puisqu'on est chacun habitué à notre petit parcours, mais il faudra absolument se pencher dessus. On le fera toujours dans la concertation, comme l'évoquait Claudine. L'idée, c'est d'aller dans les quartiers et de faire ça avec les habitants, puisque eux connaissent leur quartier et leur fonctionnement dans les déplacements. On souhaite réaliser un certain nombre de pistes cyclables, de trottoirs et des voies vertes. Il y a une belle qui a été réalisée, mais il faut la poursuivre. On s'appuiera sur le Pays Voironnais pour ces déplacements des voies douces, notamment du cycle, puisque le Pays Voironnais a engagé un schéma vélo pour lequel Comblouville a contribué. Et donc, Comblouville fait partie d'un des trajets principaux pour le Pays Voironnais. Et donc, on aura certainement des aides pour financer nos infrastructures lourdes pour les voies cyclables. On souhaite relancer le projet de création de ronds-points au niveau du carrefour. Un vieux serpent de mer, comme on entend parfois dire. Mais effectivement, il faut prendre ce dossier à bras-le-corps. Donc, effectivement, ce n'est pas nous, simples communes de Comblouville, qui pourront le faire, mais il faut, encore une fois, travailler au niveau du Pays Voironnais et du département, comme des représentants au Pays Voironnais qui sont aussi au département, pour faire avancer ce dossier et le finaliser, en tout cas le reprendre. On veut évidemment sécuriser les parkings. On pense tous à celui de la place du 19 mars 62. Le samedi matin, c'est 2 entrées, 2 sorties, c'est extrêmement compliqué. Et encore une fois, en développant les mobilités douces, venir à pied ou en vélo, on enlèvera des véhicules qui seront utilisés que pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et puis enfin, deux derniers points, faire respecter la réglementation au niveau de la vitesse. Donc, logiquement, en créant des aménagements piétons et cycles, la vitesse se réduit d'elle-même, mais on peut aussi inciter fortement par des contrôles notamment ou des aménagements. Et puis, donc, ça passera par l'installation de garages et de parkings à vélo sécurisés. Il y a une forte demande au niveau des écoles, au niveau des parkings relais pour prendre les transports en commun. Voilà, donc un vaste plan d'aménagement de trottoirs et de pistes cyclables. Ensuite, je laisse la parole à Pascal pour les sous, le budget et la fiscalité. Merci Benoît. Oui, on va terminer par ce sujet qui est un sujet important dans la mesure où, il faut être clair, nous allons être confrontés dans les mois et dans les années qui viennent à une tension au niveau des ressources publiques qui va être importante. Il y a 2 façons de faire un budget. Il y a l'accumulation des projets, on fait le constat de combien ça coûte et des dépenses qu'il convient d'engager, et après on ajuste les recettes. Généralement, ça se finit par une augmentation des impôts, parce qu'il y a toujours beaucoup de projets et il n'y a jamais assez de recettes.
Moi, je vous propose une autre formule. Celle qui consiste à dire « nous n'augmenterons pas les impôts », ce qui nous donne le volume de recettes. Et à partir de ces recettes-là, on dit précisément ce que l'on va faire en matière de fonctionnement et surtout la capacité d'investissement que l'on a chaque année et donc la capacité pour nous d'élaborer un programme pluriannuel d'investissement. C'est une démarche totalement différente, mais c'est la seule qui garantit notre engagement de ne pas augmenter les impôts. Quand je dis ne pas augmenter les impôts, il s'agit bien évidemment de l'impôt foncier bâti, puisque normalement, à terme, de toute façon, les habitants ne paieront plus de taxes d'habitation si le gouvernement tient sa promesse. Autre élément important en matière budgétaire, le choix d'avoir des investissements qui ne soient pas hors de prix. Nous ne construirons pas une école de 8,6 millions d'euros, qui correspondrait en gros, et dans le meilleur des cas, à 70% de nos capacités d'investissement sur le mandat. Ça serait une pure folie. Nous serons beaucoup plus raisonnables, tout en garantissant un service de qualité, une école de qualité pour nos enfants. Au-delà, parce que c'est un sujet qui nécessite une totale transparence, chaque année, nous réactualiserons la prospective budgétaire pour montrer quel est l'objectif que l'on poursuit. Et nous présenterons donc chaque année, avec cette prospective, et bien évidemment avant le vote du budget, le plan pluriannuel d'investissement réactualisé en fonction des évolutions du contexte dans lequel nous nous situerons. Il ne s'agit pas de raconter des histoires aux couples-vitins et de leur expliquer que l'on va pouvoir tout se permettre. Les départements vont voir leurs ressources diminuer, leurs dépenses en matière d'action sociale augmenter, les régions vont se polariser sur le développement économique et le pays voironnais va connaître, lui aussi, une baisse de ses ressources dans la mesure où ces ressources sont en partie calées sur l'activité économique. Il y a donc à prendre en compte cette réalité pour se projeter et pour réaliser ce que nous venons de vous présenter, qui est quelque chose de raisonnable, mais avec précaution. Voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne les finances. Je suis prêt à répondre, et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Je dirais un mot pour conclure. Au cours de cette campagne, on a souvent entendu une phrase qui peut devenir célèbre, « on ne peut pas faire autrement ». Comment vouloir exercer des responsabilités électives en partant de cette phrase? C'est simplement improbable. Si on est élu, c'est pour changer le cours des choses, en connaissant les réalités. Mais c'est ça l'objectif que nous poursuivons. Il s'agit de remettre Coublevis sur la bonne voie et nous allons nous mobiliser pour mettre Coublevis sur la bonne voie. Je serai maire à plein temps. J'ai la chance de pouvoir m'occuper de la commune à plein temps. Mais surtout, ce que je voudrais souligner, et c'était le sens de nos interventions et des interventions de mes colistiers, c'est que nous sommes avant tout une équipe. Ce n'est pas une personne qui va gérer les affaires de la commune. C'est une équipe, c'est des compétences variées. Et j'espère que nous avons pu vous le démontrer ce soir. Voilà, merci. Nous attendons vos questions et nous sommes prêts à y répondre
Voilà, nous avons consacré 30 minutes à peu près dans cette présentation. C'est ce que nous souhaitions. Donc, eh bien maintenant, place aux questions, place à vos questions. Alors, il y a une première question qui a été posée. Pourriez-vous nous indiquer les différences entre votre liste et celle de Couple-Vie Avenir? C'est difficile de parler des autres parce qu'on est concentré sur notre propre programme. Si je devais faire une différence, elle tient en quelques mots. D'abord, nous avons procédé différemment. Couple-Vie, nos concurrents, Couple-Vie Avenir, sont partis d'une problématique scolaire. Voilà. Quand la commune ne répond pas à un certain nombre de questions sur le sujet, les parents d'élèves se mobilisent et c'est le fruit de cette mobilisation. Après, il y a eu la problématique de la route de Wies et voyant qu'effectivement, il y avait toute une série de problématiques, ces personnes, effectivement, ont été en capacité de mobiliser d'autres personnes et puis ils ont accumulé les projets pour faire programme. C'est une façon de faire. Je ne juge pas cette façon de faire, c'est une façon de faire. Nous avons procédé différemment. Nous avons procédé à ce qu'on appelle une analyse territoriale pour mesurer effectivement les menaces qui pesaient sur notre commune. Et c'est à partir de ces menaces qui pesaient sur notre commune que nous avons pu déterminer un certain nombre de priorités qui vous ont été exposées ce soir au niveau de notre programme. Je pense que c'est la bonne voie. Et je pourrais effectivement souligner que quand on se fixe comme priorité l'aménagement, la densification le long de la RD 1075, c'est faire prendre un risque à Couple-Vie. Alors je sais que ça va être contesté. Je sais qu'on va me répondre « mais non, absolument pas ». Mais il n'y a pas de mystère. Aujourd'hui, dans le contexte territorial, il y a un objectif qui est de renforcer ce qu'on appelle les centralités dans des intercommunalités plus grandes. Donc, renforcer Voiron. Je rappelle que Voiron ne pèse que 20% de la population, même pas 20% de la population du pays voironnais. Alors que dans d'autres territoires, la ville-centre est beaucoup plus, pèse beaucoup plus en termes de population. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui consiste à rattacher les communes périphériques à la ville-centre. Nous ne souhaitons pas que ça arrive à Couple-Vie. On aura beau dire on ne le veut pas. Comme au début des années 2000, un certain nombre de communes ne voulaient pas adhérer à une intercommunalité. 10 ans après, on leur a dit vous n'avez pas le choix. Voilà, vous adhérerez à telle intercommunalité. Donc, pour éviter ce risque, même s'il peut apparaître quelque peu théorique pour certains, eh bien, pour éviter ce risque, il vaut mieux éviter d'aménager et de densifier surtout autour de la RD 1075. Et la priorité, ce n'est pas la RD 1075, la priorité, c'est le cœur de Couple-Vie. C'est cette centralité à Couple-Vie. C'est ce qui doit faire village, ce qui doit faire vie, ce qui doit faire sens. C'est comme ça que nous pourrons défendre Couple-Vie et l'existence même de Couple-Vie. Je voulais rajouter également quelque chose. Je préfère l'évoquer moi parce que je connais Pascal et sa modestie légendaire. Ce qui fait aussi la différence, c'est notre très bonne connaissance et, pour ne pas dire maîtrise, qu'a Pascal, des enjeux territoriaux et du développement territorial de la politique actuelle au niveau notamment du pays voironnais, mais même au-delà. Donc, on le sait tous, Pascal l'a rappelé tout à l'heure, 80% de ce qui se décide et de ce qui est à mettre en œuvre au sein d'une commune maintenant est de la compétence du pays voironnais. Et je pense que de par son métier, de par son expertise, Pascal est vraiment la personne la plus à même déjà de permettre à Couple-Vie
d'entrée de jeu de prendre sa place au sein du Pays Voironnais. Il faut qu'on prenne notre place qu'on n'a jamais vraiment occupée au sein de ces instances. Et puis Pascal est la personne qui sera peut-être la plus à même également, parce qu'il connaît les rouages, parce qu'il connaît les systèmes, parce qu'il connaît les montages, notamment financiers, budgétaires, réglementaires, fiscaux, etc. Ça sera la personne la plus adéquate pour pouvoir faire évoluer notre commune et lui permettre de prendre le virage dont on a tous besoin aujourd'hui. Voilà, c'est la petite chose que je souhaitais rajouter. C'est aussi grâce à tes compétences et ta connaissance territoriale que je pense que ça fera une très grosse différence sur notre programme. Alors, on a plein de questions qui sont affichées. Alors, question qui est toujours un peu sur le même thème. Serez-vous capable de gérer la crise des finances publiques qui s'annonce? Donc, c'est en lien avec la présentation des budgets qu'on a eu avant. Je l'ai évoqué. Soyons lucides sur ce qui va se passer. Le Pays Voironnais, pour ne reprendre que le Pays Voironnais dans un premier temps, pour faire face à la crise économique, se mobilise et mobilise ses ressources pour permettre à l'économie parfois même de survivre. Je pense en particulier au secteur touristique. Nos partenaires, nous, quand on a fait une prospective financière et qu'on a élaboré notre plan pluriannuel d'investissement avant le mois de mars, dans le premier tour, nous sommes partis sur un taux moyen de subvention de 40%. C'est le taux habituel pour des communes de 5000 habitants environ. Bien évidemment, ça ne nous empêche pas de rechercher des nouveaux modes de financement, mais on le sait, il y a une cellule spécifique qui existe au Pays Voironnais, qui va chercher une sorte de financement très spécifique, très particulier, mais bon, c'est des montants qui restent souvent marginaux. Donc, on est parti sur 40%. Demain, le département sera soumis à une contrainte au niveau de sa dépense en matière d'action sociale, puisque c'est sa spécialité, c'est le cœur de son action qui va être très forte. C'est autant en moins en termes de subventions pour les collectivités. La région se fait fort d'être aux côtés des entreprises. Ça veut dire que demain, le contrat ambition région, qui est ce que la région apporte au territoire, ou différents dispositifs qui peuvent exister au niveau de la région, seront moins dotés. Voilà. Donc, bien évidemment qu'on se battra. Connaissons effectivement ces dispositifs. Essayons d'être les premiers sur ces différents dispositifs. Mais il ne faut pas raconter d'histoire. On devra faire face effectivement à moins de ressources et nous avons un engagement que nous tiendrons qui est de ne pas augmenter les impôts. Donc ça passe aussi par notre capacité à rationaliser un certain nombre de dépenses, y compris en fonctionnement, à être plus sobre sur un certain nombre de dispositifs pour remplir cet objectif que nous nous sommes fixés. Alors, une autre question peut-être pour Sébastien. Les autres, c'est marqué comme ça, les autres sont dits écolos. Qu'en est-il de autrement sur la question environnement? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la préservation de l'environnement, c'est vraiment une priorité pour autrement.
c'est par exemple, comme je dis, au niveau de la biodiversité. Et la biodiversité, c'est quoi? On en fait partie, la biodiversité, c'est la vie. Donc on a vraiment notre rôle à jouer de ce côté-là, en regardant ce qui se fait au niveau de la commune, en regardant les aménagements qui pourraient être pris, en plantant de nouveau des haies, comme je disais tout à l'heure, pour faire le lien. Préserver l'environnement, c'est aussi économiser les ressources. C'est favoriser, comme je disais, l'autoproduction, essayer de retrouver ce contact avec la nature, ce contact avec la terre qu'on a bien souvent oublié. Maintenant, c'est vrai qu'on est plus musclé des pouces parce qu'on est sur notre machin, notre téléphone, que plutôt parce qu'on a les mains dans la terre et qu'on est avec sa pollinette en train de travailler le sol et de planter les salades et de récolter nos tomates. Donc, et il faut bien se dire que l'environnement, ce n'est pas simplement l'espace public. C'est aussi ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut aussi sensibiliser tous les habitants, tous les jardins que l'on a dans Coublevis. Ce sont aussi des espaces qui doivent être dédiés à la biodiversité. C'est ça aussi, hein. Ce n'est pas que les 10% d'espaces communaux sur lesquels il faut agir. Bon, bien sûr, on va pas rentrer dans les jardins, on va pas les planter dans les jardins, mais c'est sensibiliser, c'est informer, c'est aider, c'est encourager. Ce sont toutes ces mesures-là qu'il faut, parce que c'est nos 7 km² de communes qui sont notre lieu de biodiversité. Et puis après, il faut voir avec les autres communes qui sont à proximité. On a l'espace naturel sensible entre Coublevis et Crozet au niveau des camps dauphins. Donc, c'est une richesse, cette biodiversité, et il faut absolument tout faire pour la préserver et l'augmenter. D'une manière générale, je crois qu'on peut dire que l'environnement sera une porte d'entrée, un prisme sur tous nos projets, toutes nos actions. C'est-à-dire, quel que soit le projet, il y aura forcément une vigilance très très importante de notre équipe sur l'impact que cela va créer sur l'environnement, de manière à prendre les bonnes décisions et à limiter justement cet impact au maximum. Je pense que c'est vraiment c'est un sujet transversal aujourd'hui, l'environnement. Ça, c'est le risque, hein, c'est de dire que l'environnement est partout, puis finalement, on le retrouve nulle part. Et donc là, il faut vraiment tout le temps avoir ça à l'esprit. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de développement, aujourd'hui, depuis quelques années d'ailleurs, de développement durable, qui a quand même aussi un aspect social qu'on veut mettre en œuvre très fortement, et économique. Alors, au niveau économique, on a un petit peu moins la main pour la commune, hein, qui est quand même une compétence plutôt du pays voironnais, mais la dimension sociale est très importante. Et je l'ai abordé tout à l'heure, ça fait mal à la route, les déplacements, on l'a vu pendant la période de confinement, on était tous agréablement surpris de pouvoir entendre des oiseaux, de voir des animaux passer dans les rues, dans le jardin de l'hôtel de ville, de la mairie. Donc ça fait partie de l'environnement, de l'écologie, du développement durable au sens large. Alors, deux autres questions qui sont quasi les mêmes. Je pense qu'on a été rejoints en cours de route. Donc, je vais lire la dernière, sachant que c'est vraiment la même thématique. Lorsqu'il était en fonction au Pays Voironnais, M. Fortoul, par ailleurs habitant à Coublevis, a-t-il tenté de dire à notre maire actuel qu'il avait une mauvaise politique d'urbanisme? Très orienté comme question, Pascal. Oui, mais c'est une question légitime. C'est peut-être aussi le fruit d'une méconnaissance du rôle d'un directeur général des services. Le Pays Voironnais, comme une commune, il y a des élus qui sont là pour prendre des décisions. Et puis, il y a une administration qui a pour mission de mettre en œuvre ces décisions. Bien évidemment qu'on peut influencer un certain nombre de décisions par simplement le rappel d'un certain nombre de règles, rappel du droit. Voilà. Pour autant, il y a un principe qui guide l'action des fonctionnaires, c'est celui de la neutralité. De la neutralité. J'ai toujours attaché d'importance, j'ai toujours entretenu avec le maire actuel, Dominique Parel, de bonnes relations. Quand j'ai décidé de me présenter à Coublevis, il en a été le premier informé. Et je ne confonds pas les choses. J'avais beau être directeur du Pays Voironnais et habiter Coublevis, il ne me revenait pas de favoriser la commune de Coublevis,
c'était aux élus de Coublevis de défendre leur position, voilà, même si, voilà, je pouvais être interrogatif sur tel ou tel point, mais il ne me revenait pas de prendre la place des élus. En tout cas, je n'ai jamais pris la place des élus. Les choses sont très claires de ce point de vue. Ai-je répondu? Très bien, merci. Une question qui vient juste d'arriver et qui est un peu la continuité de ce que tu viens d'expliquer. Avez-vous d'autres ambitions politiques, Monsieur Fortoul? Eh bien, non. Non. Voilà, j'aurais pu, quittons le pays où on est, j'ai la possibilité, j'ai des responsabilités encore importantes, nationales, que je quitterai à l'automne. Ce qui m'intéresse, parce que vous l'avez compris, Coublevis, je n'y suis pas né, mais j'y suis arrivé il y a très longtemps. Je suis attaché à cette commune et c'est la situation de la commune qui m'a fait dire à un moment donné, au regard de ce que tu sais, au regard, il faut que tu t'investisses par rapport à la situation de la commune. Voilà. Donc, ça sera la commune, la commune Et la commune. et la commune. D'accord. Une question également sur les logements sociaux qui ont été abordés en début de présentation. Donc, l'objectif en nombre de logements sociaux me semble ambitieux. Quel plan prévoyez-vous pour y arriver? Aujourd'hui, sur Coublevis, il y a 165 logements sociaux. Alors, on était à un taux d'environ 8%. Ce taux, en 2019, a baissé. Il risquerait probablement de baisser encore en 2020, puisque, par ailleurs, se construisent beaucoup de maisons. L'objectif est de 25%. Nous, notre objectif, pour l'instant, il est le respect de ce qu'on appelle le programme local de l'habitat, qui prévoit pour Coublevis, à l'horizon 2024, bon, peut-être 2025, mais disons 2024, dans 4 ans, 135 logements sociaux supplémentaires pour arriver à 300, 165 plus 135, 300 logements sociaux à Coublevis. Dans les différents programmes signés par la municipalité, on est à 90 logements sociaux. On a une opportunité, la commune l'a eu déjà et j'ai cru comprendre l'avait repoussé, d'accueillir sur le site de la Natte, sur le haut du site, sur la commune de Coublevis, sur le côté nord, à la fois une pension de famille et à la fois un foyer de jeunes travailleurs. Ça reste une opportunité intéressante. Et c'est l'occasion, effectivement, d'avoir, au travers de ces deux opérations, 45 logements sociaux supplémentaires qui nous permettraient d'arriver à les 135 qui correspond à l'engagement dans le PLH. Mais au-delà de ça, je voudrais préciser deux choses. D'abord, nous n'avons pas d'hostilité à l'égard du logement social. Il faut avoir en tête que 70% de la population est éligible au logement social. Donc, c'est quelque chose qui est important pour l'équilibre dans une commune et pour les parcours des personnes qui peuvent choisir de vivre dans une commune, c'est-à-dire commencer à habiter dans un logement social et puis après se porter acquéreur d'un autre logement, d'une maison, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle les parcours en matière d'habitat.
Donc, pas d'hostilité de notre part. Nous ne sommes pas, comme cela a pu être dit, partisans non plus d'opérations de logements sociaux où il y ait que des logements sociaux. Mais il se trouve que quand on se livre à un petit calcul qui consiste effectivement à vouloir 25% de logements sociaux comme objectif, alors qu'on part de moins de 8%, qu'on espère atteindre 11,4% en 2025. Avec, je dis bien, avec des opérations où il y aurait 45% de logements sociaux, ce qui est considérable déjà. Il faudrait 1575 logements supplémentaires sur Coublevis, dont 704 logements sociaux. Nous arriverions donc à 4167 logements aux 10 000 habitants que j'évoquais. Donc, voilà, moi je veux bien qu'on nous fasse un procès. Quand on dit qu'à terme, la perspective, la voie qui a été choisie par Coublevis, c'est d'accueillir 10 000 habitants, voire plus, ben on y est, on y sera. Pas demain, peut-être pas après-demain, mais c'est la perspective. Et nous voulons placer Coublevis sur une autre voie. Et quand on dit ça, on nous répond, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Pour nous, être élus, c'est d'être en capacité de faire autrement. Parce que ces 1500 logements supplémentaires qu'il faudrait à Coublevis, d'après vous, ils se situeraient où? Coublevis n'a pas de zone, de vieilles zones d'activité qui pourraient muter, comme par exemple l'espace Rossignol à Voiron, une usine qui s'en va et on y construit 700 logements. Coublevis n'a pas ce genre d'espace. Donc les logements nouveaux, ils vont se faire où? Sur les zones naturelles. Voilà. Et quand on dit que c'est porter atteinte à notre cadre naturel, c'est une réalité. Je rappelle quand même que Coublevis est dans le top 5 au niveau du département en matière d'artificialisation des sols. Avant 2018, peut-être qu'on a fait mieux depuis. Peut-être qu'on est désormais sur le podium. Mais enfin, il faut imaginer ce que ça représente. 18 hectares artificialisés ces dernières années. Voilà, donc les 1575 logements supplémentaires, on les met où? Ben, on va artificialiser à nouveau sur des terrains qui ne sont pas adaptés à la construction. Plus on va artificialiser, plus nous allons générer des ruissellements et plus il y aura d'inondations. Je passe sur l'atteinte à la biodiversité. Voilà. Donc, de ce point de vue, par rapport à la question du logement social, à la question globalement de l'urbanisme, je pense que nous sommes très clairs dans notre volonté de changer le cours des choses. On va sortir de l'urbanisme un petit peu. Une question sur la maison de la nature et des habitants. Alors, c'est effectivement un joli buzzword, pour reprendre l'expression. C'est la maison des habitants et de la nature. Pouvez-vous nous en dire plus? Donc, je réponds peut-être, ça vous va? Donc, la maison des habitants et de la nature, c'est un espace d'accueil unique qui va permettre de créer déjà un accueil social, communal pour tous les publics. On sait qu'en fonction des situations des uns et des autres, de l'évolution de la vie, des accidents de la vie, souvent il est compliqué de pouvoir s'orienter dans tous les dispositifs qui existent, que ce soit des dispositifs communaux, intercommunaux, le département, la région, etc. Donc on souhaite mettre en place vraiment ce guichet unique social qui permette d'accueillir, d'informer et d'orienter les Coublevittains vers tous les dispositifs en place dans le domaine social.
On souhaite également favoriser le développement des associations et des bénévoles, surtout en direction des actions de solidarité, notamment pour les personnes en situation de fragilité ou des personnes âgées, de manière à pouvoir créer un réseau dynamique sur la commune qui vienne en aide, qui vienne soutenir, qui vienne aider ces publics fragilisés. Le troisième point, c'est effectivement développer les initiatives citoyennes. Cette maison des habitants et de la nature permettra d'accueillir justement des gens qui ont envie de mettre des actions, que ce soit des gens qui ont envie de manière individuelle ou peut-être collective, des gens qui ont envie d'avoir des actions citoyennes et d'en faire profiter leurs voisins et tous les habitants de la commune. Donc, ça peut être sous forme d'ateliers, ça peut être de mettre à disposition de l'alimentation biologique à travers un réseau, par exemple de type AMAP ou autre, et de pouvoir vraiment laisser la place aux citoyens qui est désireux de s'investir au sein de sa commune. Donc, la Maison des habitants et de la nature pourra répondre à cela. Et puis, le troisième point qui est important à nos yeux aussi, c'est que dans cette Maison des habitants et de la nature, les associations auront également toute leur place en termes de représentativité, d'affichage, parce qu'encore une fois, on a la chance d'avoir des associations dynamiques sur Comblevis, et il est important qu'elles aient leur place, toute leur place, et que cette place soit aussi centrale au sein de la commune, puisque les associations sont vraiment un lien social très, très important sur Comblevis et d'une manière plus générale. Voilà un petit peu comment on voit la Maison des habitants et de la nature, vraiment un guichet unique qui permette de favoriser, de développer, d'orienter, d'informer et d'accueillir toutes les initiatives citoyennes pour les Comblevitais. Alors, une question cette fois-ci sur les parkings. Où va-t-on se garer pour emmener les petits-enfants à l'école si vous construisez le nouveau centre-bourg sur les parkings de l'école et de la mairie? Comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est de créer donc, des trottoirs et des pistes cyclables. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de parents d'élèves qui emmènent leurs enfants à l'école ou à la crèche et qui me disent d'ailleurs pas qu'à nous, qu'ils ne se sentent pas en sécurité et donc ils prennent la voiture. Ils ne veulent pas laisser leurs enfants aller au collège à pied tout seuls ou en vélo parce que c'est pas éclairé, parce qu'ils ne se sont pas protégés. Donc, en créant tout ce réseau de trottoirs et pistes cyclables, on enlèvera déjà, on pourra favoriser tous ces enfants qui pourront aller à l'école à pied ou en vélo, et donc de fait diminuer l'utilisation d'automobiles et de là donc moins utiliser les parkings. Après, comme je le disais aussi, revoir le plan de circulation, c'est améliorer la fluidité et les circulations. Et ça sera, ce que je veux dire, ça se fera avec les habitants. Donc on ne va pas dire on va faire un parking là, un parking là. Par contre, ce qu'on a déjà imaginé, c'est que le terrain qu'il y a sous la mairie, là, dans le S, le triangle, on pourrait imaginer déjà un aménagement en parking. Alors, paysagé, pas végétalisé. Aujourd'hui, il y a des espèces de, je sais pas comment on appelle ça, mais des plots béton. Plaques alvéolées, merci. La fertilisation des sols. Ouais. Voilà, qui permettent de l'infiltration de l'eau, qui permettent d'avoir visuellement un joli parking et qui dégage beaucoup moins de chaleur. Donc là, ce sera un aménagement de parking proche de la mairie, proche des écoles. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on veut faire un Comblevis forcément, mais en Angleterre, par exemple, quand les enfants entrent à l'école, les routes sont fermées, donc les gens vont à pied. On peut imaginer pas la même chose, mais c'est-à-dire que c'est faisable de faire quelques mètres à pied ou en vélo pour les enfants. Après, c'est clair que le besoin de parking, il faut le prendre en compte. Parce que les personnes qui viennent de la Tivolière, du Massot, du Nérou et qui vont à Grenoble par le Transilien, le matin, ils descendent jusqu'au Transilien en voiture, déposent les enfants à l'école et après, ils vont prendre le bus ou vont à Grenoble en voiture aussi. Hein. Donc, on est bien conscient que cette partie-là, il y aura des parkings après. Voilà, c'est clair. Sur la maison des habitants ou autres, sur les services qu'on peut rendre à la population, c'est aussi peut-être développer le covoiturage. Alors, il y a déjà un certain nombre de sites internet qui existent, puis où on est a déjà lancé des plateformes, etc. Mais on peut imaginer qu'il y ait une association qui s'occupe aussi de covoiturage. Beaucoup de parents travaillent sur la presqu'île à Grenoble. Alors, on peut imaginer des covoiturages pour emmener les enfants ou un regroupement d'automobiles pour partir sur Grenoble ou autre. Pour diminuer encore
l'utilisation de la voiture. Lors de nos porte-à-porte, on a été clairement interpellés sur ces questions de parking. Et chose qui peut apparaître peut-être marginale, mais pas à mes yeux, des personnes nous ont clairement dit, mais au niveau du parking à côté de l'église, est-ce que demain il y aura autant de place? Ben, moi, je peux vous dire que non. Il se construit un immeuble, 25 logements, je crois, 25 garages. Eh ben, il y aura 25 voitures dehors, dans le meilleur des cas, parce que si en plus le garage est utilisé comme atelier annexe, où on ne garde pas sa voiture, donc ça en fera un peu plus. Et donc, ça réduira d'autant le parking qui est à côté de l'église. Et certains nous disons, mais bon, il peut y avoir des cérémonies à l'église qui nécessitent l'accueil de personnes voilà, qui viennent en voiture généralement. Et donc, il faudra bien trouver une solution. Et donc, c'est l'idée que développe Benoît, c'est-à-dire d'avoir sous l'église, effectivement, un espace aménagé. C'est pas simplement une bande de goudron, voilà, avec une entrée et une sortie. C'est quelque chose, un vrai aménagement qui puisse permettre effectivement de créer un certain nombre de places. Et puis, je pense qu'on peut largement améliorer le parking sur la voie qui est juste en face de l'école, voilà, et qui rejoint la sortie du parc. Là, il y a vraiment une façon d'aménager quelque chose qui soit beaucoup plus efficace. Alors, une question moi, qui me plaît bien. Quelles seront vos actions pour le patrimoine et la culture à Coublevis? C'est un sujet sympathique. J'ai travaillé plus de 10 ans au ministère de la Culture, donc je suis peut-être pas. Donc c'est vrai que la culture et le patrimoine à Coublevis sont deux axes très très importants également pour notre liste. La maison des habitants et de la nature va répondre peut-être en partie sur l'aspect culture, puisque ouvrir la mairie, comme on vous l'a expliqué depuis le début de la soirée, permettre aux citoyens voilà, d'utiliser les moyens communaux et notamment la maison des habitants et de la nature, c'est aussi pour développer les initiatives citoyennes, on l'a vu tout à l'heure, mais également toutes les actions en faveur, par exemple, de la culture, pouvoir organiser des conférences sur une thématique, on va dire, d'intérêt général et d'information, pouvoir créer des spectacles si on a envie de les créer, etc. Donc, favoriser l'animation sociale et la culture au sens large du terme. Sur l'aspect patrimoine, on a la chance à Coublevis d'avoir quand même beaucoup de jolis patrimoines. Et puis un groupe patrimoine qui est plutôt très actif. Mais il faut le soutenir. Et notamment sur le patrimoine, c'est peut-être l'occasion aussi de parler du site des Dominicains, qui est le site, on va dire, d'actualité sur le patrimoine de Coublevis. La chapelle. Oui, je laisse peut-être parler des Dominicains. Non. Nous, on est clairement plutôt très favorable à l'acquisition du site des Dominicains par la commune. Voilà, on trouve que c'est un des derniers éléments remarquables que possède notre commune et il est important de pouvoir le préserver et de pouvoir, encore une fois, dans la continuité de la mairie, les commerces, la halle, les écoles, les lieux de rassemblement, en ouvrant le parc de la mairie, le bout de terre végétale en face de l'école d'Orgeoise, de pouvoir étendre ce centre-bourg jusqu'au couvent des Dominicains. Donc c'est sur cet espace qu'on aimerait pouvoir, à la place des bâtiments de l'hôpital actuel, pouvoir créer l'école, la nouvelle école, la médecine D, c'est ça, pouvoir créer la nouvelle école qui sera à la fois, comme Audrey l'a indiqué tout à l'heure, école et centre de loisirs, puisque on peut faire un partage des usages plutôt intéressant sur le sujet, et pouvoir en face conserver la chapelle, conserver le couvent des Dominicains, peut-être avec une partie ouverte au public en rez-de-chaussée et aménager des espaces
Alors nous, on aimerait bien faire de l'habitat peut-être partagé avec des loyers modérés pour des personnes peut-être d'un certain âge qui pourraient se retrouver dans cet espace et partager des services. Je pense aux services de santé, aux services de portage de repas à domicile, etc., les kinés, les soins et autres. Pouvoir peut-être profiter d'une retraite et d'une qualité de vie un petit peu plus intéressante dans ces espaces-là. Voilà. Donc il y a plein de solutions possibles sur cet espace des Dominicains. En tout cas, on aimerait qu'il reste propriété, utilité de Couples-Vie pour ses habitants. Alors de ce point de vue, moi, ce que je veux rajouter, hein, c'est que on verra lundi si nous avons la chance d'être élus, c'est-à-dire, il faudra attendre quelques jours, mais de ce qu'il en est sur la question. Ce que nous savons, c'est que l'Agence régionale de santé souhaite se séparer de cet événement, c'est-à-dire le couvent des Dominicains et la partie de terrain où il y a la médecine D. Que par rapport à cette situation, la commune aurait pu saisir l'établissement public foncier pour assurer le portage de cette acquisition avec la garantie du Pays Voironnais. À ce jour, visiblement, la demande de garantie de la commune auprès du Pays Voironnais n'a pas été faite. Je sais que des promoteurs sont intéressés. Donc, voilà. Où en est-on précisément par rapport à ce dossier? Rendez-vous dans 10 jours pour connaître le résultat des courses. En croisant les doigts. En croisant les doigts qu'entre-temps, un promoteur immobilier n'a pas mis la main sur cet ensemble pour la modique somme de 700 000 €. Donc voilà, nous, notre ambition, elle est claire, c'est de faire en sorte que la puissance publique, la commune, au travers de l'EPFL, peu importe, se rende propriétaire de ce site. Il y a une chapelle, entre autres, à conserver. J'ai pu répondre par écrit à une personne du groupe Patrimoine qui m'interpellait à propos de la chapelle. Nous avons la volonté, bien évidemment, de conserver la chapelle. J'espère qu'on pourra. Et à partir de là, de réhabiliter. Quand je passe, je vois les vitraux qui sont cassés. Voilà. Et là, pour le coup, il s'agit de préserver donc une chapelle qui a été imaginée par l'architecte de Fourvière à Lyon. Donc, c'est pas une signature anodine. Ça fait partie du patrimoine de Couples-Vie. Voilà, donc nous, on a pour ambition, même si le fait qu'elle soit désacralisée permet d'avoir une autre activité à ce niveau-là, une activité, pourquoi pas, culturelle, mais l'objectif, c'est bien de conserver ce patrimoine et de le mettre en valeur. Non, tout à fait. Alors, une question qui revient encore au Pays Voironnais. Quel sera votre rôle au sein du Pays Voironnais? Celui de maire de Couples-Vie, ça c'est fait. Pas DGS, c'est déjà fait. Voilà. Celui de maire de Couples-Vie, peut-être? Alors, au niveau du Pays Voironnais, moi, j'ai toujours expliqué que la commune devait être très présente au niveau du Pays Voironnais. C'est-à-dire qu'il faut y être, il faut être sur les dossiers les plus importants. Demain va s'ouvrir le dossier de la révision du schéma de cohérence territoriale. C'est fondamental pour Couples-Vie. Donc, il ne s'agit pas de
de jouer fond de cours, il ne s'agit pas d'être aux abonnés absents, il faut être présent. Je ne serai pas le seul à être présent au Pays Voironnais, il y aura d'autres personnes, des adjoints, des conseillers municipaux, dans les commissions. Le Pays Voironnais, j'ai l'habitude de dire, Coublevies en est copropriétaire. Et à ce titre-là, on doit assumer notre responsabilité de copropriétaire. Ça veut pas dire que notre seul angle de lecture, c'est les bénéfices qu'on peut tirer du Pays Voironnais. Bien évidemment, c'est important. Mais c'est aussi autre chose. C'est la vision globale de notre territoire. L'objectif qui est donné à ce territoire. Est-ce qu'on est dans un territoire qui a pour vocation simplement à assurer le desserrement de l'agglomération grenobloise et d'assurer toujours plus d'accueil d'habitants, ou si enfin on va chercher à établir un équilibre au niveau du Pays Voironnais, au niveau de ses différentes fonctions, en se disant qu'à un certain moment, au regard des contraintes topographiques, géologiques, nous ne pouvons plus accueillir autant d'habitants. Et ça, c'est quelque chose qui doit se travailler au niveau du Pays Voironnais. Il faut faire comprendre cette dimension-là pour pouvoir effectivement permettre d'inscrire Coublevies sur la bonne voie. Merci. Alors, dernière question. Je pense qu'on mettra peut-être fin au débat de ce soir. Alors, pourquoi voulez-vous faire un centre de coworking alors qu'il y en a un qui ouvre en septembre, zone du Roulet? Nous n'avons pas encore coupé les arbres. Je pense que pour moi, la différence est… Oui, déjà, ce n'est pas incompatible. Il y en a à voir aussi. Et puis, c'est la différence entre permettre, en tant que service public, permettre à nos concitoyens de pouvoir travailler dans un espace dédié ou accueillir des entreprises qui souhaitent faire des réunions ponctuellement dans cet espace-là, dans des conditions plutôt favorables pour attirer un petit peu et maintenir les gens sur notre territoire. On fait ça aussi pour l'environnement, on fait ça parce que c'est important de pouvoir proposer des infrastructures aux Coublevittains. On sait que les équipements à Coublevies ces dernières années n'ont pas été vraiment la priorité. Et la zone qui ouvre, qui est citée, la zone du Roulet, c'est une démarche complètement privée. Donc, je ne pense pas qu'il faille les opposer. Simplement, elles ne vont peut-être pas rendre tout à fait les mêmes services dans les mêmes conditions. Les projets ne sont pas tout à fait les mêmes, à mon sens. Et c'est important de répondre aussi aux besoins des Coublevittains. C'est le rôle de la commune, en tout cas, à nos yeux, c'est important et c'est vital. Alors, un espace de coworking, c'est aussi très directement lié à notre capacité à avoir de très haut débit. Alors, les travaux sont en cours. On a vu pendant la crise sanitaire que nous n'étions pas à égalité de ce point de vue. Voilà, le nombre d'étudiants qui se sont retrouvés abandonnés par le réseau. Pas que les étudiants. Pas que les étudiants, oui. Non, mais je pense à des personnes précises. Oui, pas que les étudiants. On a vu l'importance du télétravail et donc ont été abandonnés par une problématique de débit. Donc, non, il y a une vraie perspective à la fois au développement du télétravail, à la fois à des activités individuelles qui nécessitent à un certain moment de pouvoir se retrouver dans un lieu où le haut débit est garanti, le très haut débit est garanti. On peut aussi accompagner ça, et je sais que le Pays Voironnais sera à nos côtés, d'outils qui permettent problématiques de tirage et problématiques d'imprimante, voire d'imprimante en trois dimensions, qui permet effectivement à des personnes habitant la commune eh bien, de poursuivre leur activité sans aller forcément à 20 km, à 30 km. Moi, je ne vois pas de concurrence entre une initiative
privée. Et puis cette initiative au niveau du centre bourg de Coubléville. À la limite, la seule chose que je regretterais, c'est que cette initiative ne se soit pas positionnée au centre-bourg de Coubléville. Mais comme Coubléville n'a pas de centre-bourg, c'était plus compliqué. Et ça devient un peu plus compliqué. Et on en revient toujours à la même histoire. Comment faire à Coubléville une centralité qui fasse que Coubléville soit un village, une petite ville, mais reconnue comme telle, avec un fonctionnement comme tout village, comme toute petite ville, normal, avec du lien social. Parce que aller dans un espace de coworking et avoir un bar à côté, ça peut être intéressant. De pouvoir récupérer ses enfants à l'école au passage, ça peut être intéressant. Et éventuellement sortir de cet espace de coworking après un temps de travail pour aller aller jusqu'à la halle pour aller faire ses courses un vendredi en fin d'après-midi, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Il faut rechercher cette cohérence de fonctionnement autour d'un centre de vie, d'un centre-bourg. Voilà, on a la chance en face d'avoir le parc de la mairie. Il faut ouvrir le parc de la mairie. Il faut avoir une utilisation de ce parc pour voilà, créer ce qui est le plus important dans une commune, le lien social. Voilà. Merci, on va conclure, je pense, Pascal. La conclusion, elle s'impose. Rendez-vous dimanche. J'espère que voilà, on a pu, voilà, on n'était pas, voilà, on est monté, je crois, 42 participants. Pour ce type de réunion, visiblement, c'est habituel. On est empêché de faire les réunions, je dirais, traditionnelles durant les campagnes. J'espère qu'on a pu vous convaincre du bien fondé de notre programme, vous convaincre que nous sommes une équipe motivée, prêt dès demain à s'attaquer à l'ensemble des dossiers. Je voudrais vraiment vous en convaincre parce que sur un certain nombre de dossiers, il y a urgence. Et donc, naturellement, dans ce genre de situation, je vous invite dimanche à soutenir notre démarche et à soutenir Coubléville et Coubléville autrement. Voilà. Et merci. Vous retrouverez tout notre programme sur coublevilletautrement.fr également, notre site en ligne. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée.